Le soir du 29 mars 1975 à Montréal, Sharon Prior, 16 ans, sort pour retrouver des amis dans une pizzeria. Elle n'arrivera jamais. Ce qui a commencé comme une soirée ordinaire s'est transformé en un cauchemar qui allait hanter sa famille et tout le Québec pendant près d'un demi-siècle. 3 jours plus tard, son corps est retrouvé. Elle a été brutalement assassinée. Pendant 48 ans, son tueur, surnommé « le monstre », est resté un fantôme, une ombre insaisissable. L'enquête piétine. Les suspects sont nombreux, mais aucune piste ne mène à la vérité. Puis en 2023, un miracle scientifique révèle enfin l'identité du coupable. Voici l'histoire d'une quête inébranlable pour la justice et de la technologie qui a permis de résoudre l'impossible. Abonnez-vous à Trace Perdu pour découvrir comment le fantôme de la rue Wellington a finalement été démasqué. Sharon Kim Prior est née le 9 février 1959, l'aînée de 4 enfants. Avec ses sœurs jumelles cadettes, Doreen et Maureen, et un frère plus jeune, elle a grandi dans une famille aux racines militaires, bien que ses parents aient divorcé plus tard. De l'avis de tous, c'était une jeune femme dynamique et responsable, une fille gentille, au grand cœur, très appréciée de ses amis et de la communauté de Pointe-Saint-Charles. Elle était une excellente élève et athlète, une amoureuse des animaux qui nourrissait la profonde ambition de devenir un jour vétérinaire. La nuit de sa disparition, le 29 mars 1975, a commencé avec la simple anticipation d'une adolescente sortant pour retrouver des amis. Vers 19h, elle a quitté son domicile pour la courte marche jusqu'à une pizzeria. Comme elle n'était pas rentrée à 23h, un profond sentiment d'anormalité s'est emparé de sa mère, Yvonne. Connaissant la nature fiable de sa fille, elle a immédiatement contacté la police. Une recherche d'envergure a été lancée par la police et des volontaires locaux, mais le week-end s'est écoulé sans aucun signe de Sharon. Les pires craintes de la famille se sont confirmées 3 jours plus tard, le mardi 1er avril. Le corps de Sharon a été retrouvé, nu et battu, dans une zone boisée de Longueuil, une banlieue de la rive sud de Montréal. Une autopsie confirmera plus tard la nature horrible de ces dernières heures. Elle avait été agressée sexuellement, battue et étouffée à mort. La scène de crime offrait peu d'indices, mais ils étaient distincts. Un t-shirt d'homme avait été utilisé pour la maîtriser, et des traces de pneus étaient visibles dans le sol à proximité. De manière cruciale, les enquêteurs médico-légaux ont pu extraire un échantillon biologique des vêtements de Sharon. Cependant, la technologie de 1975 était insuffisante pour développer un profil ADN complet à partir de l'échantillon petit et dégradé. Elle ne pouvait déterminer que le groupe sanguin. L'enquête a été immédiatement compliquée par un incident étrangement similaire. À peu près au même moment que la disparition de Sharon, une femme de 22 ans a signalé une tentative d'enlèvement sous la menace d'un couteau dans la même rue où Sharon a été vue pour la dernière fois. La victime a fourni une description détaillée de son agresseur. Un homme grand, blanc, anglophone, aux yeux bleus, aux cheveux bruns et portant une moustache. La police a suspecté que les 2 événements étaient liés, commis par le même auteur. Pourtant, malgré une description physique, des preuves de traces de pneus et un élément de preuve unique avec le t-shirt, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Au fil des ans, la police interrogerait des centaines de personnes et enquêterait sur plus de 120 personnes d'intérêt. Mais aucun suspect n'a jamais été identifié. Le tueur était un fantôme, laissant derrière lui juste assez de preuves pour créer un puzzle, mais pas assez pour le résoudre. L'affaire est devenue un cold case bloqué par un paradoxe frustrant. La police disposait d'une collection d'indices tangibles mais circonstanciels qui, en l'absence d'un suspect ayant des liens locaux, ne menaient nulle part. La seule preuve qui pouvait fournir un lien définitif, l'ADN du tueur, était inutilisable. Cependant, dans un acte de prévoyance remarquable, l'échantillon biologique insuffisant et les vêtements dont il provenait ont été méticuleusement conservés. Cette décision, prise par les enquêteurs en 1975, était un pari sur un avenir qu'ils n'auraient pas pu imaginer. C'était un simple fil d'espoir, soigneusement rangé, attendant que la science rattrape le crime. Alors que les années se transformaient en décennies, l'enquête officielle sur le meurtre de Sharon Prior piétinait. Les dossiers passaient d'un inspecteur à l'autre pour finalement atterrir sur le bureau du 14e enquêteur à s'occuper de l'affaire. Mais si l'affaire se refroidissait au sein du service de police,
elle restait une blessure ouverte pour la famille Prior. Leur parcours à travers ces 48 années d'incertitude n'a pas été une attente passive, mais un plaidoyer actif, implacable et douloureux. La mère de Sharon, Yvonne, aujourd'hui octogénaire, a consacré sa vie à retrouver le meurtrier de sa fille. Elle a décrit sa quête en termes crus. « C'est le combat de ma vie. Je veux juste les réponses. Je veux savoir qui a fait ça. » Ce n'était pas une bataille figurative. Yvonne et ses filles, Doreen et Maureen, sont devenues des enquêtrices amatrices, poussées par le besoin de faire quelque chose, de lutter contre l'impuissance écrasante de leur perte. Elles ont passé d'innombrables heures à éplucher les annuaires téléphoniques, à rechercher les noms et adresses de personnes qu'elles pensaient pouvoir être liées, et même à visiter certains de ces lieux elles-mêmes. Elles ont activement fourni des informations à la police, donnant des tuyaux et des coordonnées de suspects potentiels qu'elles avaient identifiés. Leur rôle le plus crucial, cependant, a été d'empêcher la mémoire institutionnelle de l'affaire de s'estomper. Elles ont refusé que Sharon ne devienne qu'un nom de plus dans un dossier poussiéreux. « Je ne voulais pas qu'ils arrêtent de chercher », a déclaré Yvonne, expliquant pourquoi elle maintenait un contact constant et étroit avec la succession d'enquêteurs affectés à l'affaire. Cette persévérance a créé une forme unique de responsabilité. La famille Prior s'est transformée de victimes d'un crime en partenaires actifs de l'enquête. Elles sont devenues l'incarnation vivante du dossier, s'assurant que chaque nouvel inspecteur comprenait les enjeux humains et le coût émotionnel de l'affaire, ainsi que son histoire. Cette pression soutenue a eu un effet profond. Dans un système où les affaires non résolues sont souvent reléguées au second plan en raison des exigences des nouveaux crimes, l'activisme des Prior a maintenu le cas de Sharon administrativement et moralement en vie. La police de Longueuil créditera plus tard publiquement la poursuite acharnée de la justice et la persévérance de la famille comme un facteur clé de la résolution éventuelle. Elles avaient effectivement construit un pont humain à travers les décennies, une chaîne de continuité qui a maintenu vivante la flamme de l'espoir jusqu'à ce que la technologie puisse enfin fournir l'étincelle d'une nouvelle piste. Leur combat était un témoignage d'un lien familial indestructible et d'un refus de laisser la mémoire de Sharon être définie par le silence d'un crime non résolu. Pendant 48 ans, l'homme qui a assassiné Sharon Prior était un fantôme sans nom. Lorsque son identité a finalement été révélée, ce n'était pas celle d'un résident local ou d'un suspect connu, mais celle d'un criminel itinérant et prolifique d'un autre pays, Franklin Maywood Romine. Né à Huntington, en Virginie-Occidentale, le 2 avril 1946, Romine était un homme qui a vécu sa vie dans l'ombre de la loi, un prédateur qui prospérait en exploitant les failles entre les juridictions. Sa carrière criminelle a commencé alors qu'il n'avait que 11 ans et a dégénéré en un schéma de violence et de fuite. En 1964, il a tenté de s'évader du tristement célèbre pénitencier de Virginie-Occidentale et en 1967, il a réussi. Il jouait toujours à cache-cache avec les forces de l'ordre, se déplaçant entre les États-Unis et le Canada. En 1969, il avait déjà un casier judiciaire au Canada. En 1974, sa violence a atteint un nouveau niveau lorsqu'il a été arrêté à Parkersburg, en Virginie-Occidentale, pour s'être introduit dans une maison et avoir violé une femme. Dans une décision fatidique du système judiciaire, il a été libéré sous une caution de 2 500 $ 2 mois plus tard, une somme qui représentait une petite fortune à l'époque, et s'est rapidement enfui au Canada, devenant un fugitif. C'est durant cette période de fugue que son chemin a croisé celui de Sharon Prior. Au moment de son meurtre en mars 1975, Romine, alors âgé de 28 ans, avait des adresses à Montréal et à Longueuil, vivant à seulement 9 kilomètres de la maison de la famille Prior. Il était le monstre caché à la vue de tous. Pourtant, son nom n'est jamais apparu dans l'enquête. Il ne figurait pas parmi les plus de 120 suspects que la police a examinés au fil des décennies. L'invisibilité de Romine pour l'enquête Prior est une illustration frappante des limites d'un maintien de l'ordre prénumérique et fragmenté. En 1975, la police de Montréal enquêtait sur un meurtre local brutal, tandis que les autorités américaines recherchaient un fugitif recherché pour un viol violent.
rien n'indique que ces deux enquêtes aient jamais été liées. Cet échec systémique a conduit à un quasi-échec stupéfiant. Quelques mois seulement après avoir tué Sharon, Romine a été capturé par les agents frontaliers canadiens à Montréal. Il était physiquement détenu par les mêmes autorités qui traquaient le meurtrier de Sharon. Mais il a simplement été traité comme un fugitif à extrader pour son crime en Virginie-Occidentale. Il a été renvoyé aux États-Unis où il a été condamné à une peine de 5 à 10 ans de prison pour l'agression sexuelle de Parkersburg. L'histoire de Romine se termine par une dernière énigme frustrante. Peu de temps après sa sortie de prison, il était de retour à Montréal, où il est décédé en 1982 à l'âge de 36 ans. Les circonstances de sa mort sont décrites comme mystérieuses, les autorités n'ayant pas pu localiser de certificat de décès détaillant la cause. Son corps a été rendu à sa mère en Virginie-Occidentale et enterré au cimetière de Pine Grove dans le comté de Putnam. Même dans la mort, il a laissé des questions derrière lui. Ses propres frères le décriront plus tard à la police comme un homme violent avec un historique d'agression de femmes. L'un d'eux a même dit spontanément au détective Éric Racicot que son frère avait probablement tué Sharon. C'était un prédateur juridictionnel, un criminel dont le mode de vie itinérant lui permettait de commettre des actes de violence horribles puis de simplement disparaître de l'autre côté d'une frontière, laissant derrière lui des vies brisées et un mystère qui mettrait près d'un demi-siècle à être élucidé. L'histoire de Franklin Romine est un rappel effrayant que le mal peut se cacher à la vue de tous. Si vous trouvez cette enquête précieuse et souhaitez soutenir notre travail de recherche, qui représente un investissement considérable en temps et en ressources, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à faire connaître ces histoires importantes. La résolution de l'affaire Sharon Prior n'est pas le résultat d'une confession sur un lit de mort ou d'un témoin nouvellement découvert. Elle a tenu dans l'environnement stérile d'un laboratoire, une victoire pour un nouveau paradigme d'enquête qui fusionne la science de pointe, la recherche généalogique et le travail de police traditionnel. Le voyage a véritablement commencé en 2019, lorsque les preuves vieilles de plusieurs décennies provenant de la scène de crime ont été envoyées à un laboratoire spécialisé en Virginie-Occidentale, de l'insuffisance à l'amplification. L'échantillon biologique prélevé en 1975 était trop petit et dégradé pour les techniques d'analyse de l'époque. Pendant des décennies, il est resté entreposé, un témoin silencieux incapable de parler. En 2022, cependant, la science médico-légale avait connu une révolution. Les scientifiques du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec ont pu appliquer de nouvelles techniques d'amplification à l'échantillon. Ces méthodes leur ont permis de générer un profil ADN complet et utilisable à partir de la quantité minuscule de matériel génétique qui avait été si soigneusement préservé. Pour la première fois, les enquêteurs disposèrent du plan génétique complet du tueur. Traçage de la lignée patriarcale. Avec un profil complet mais aucune correspondance dans les bases de données criminelles, les enquêteurs ont décidé d'essayer une approche nouvelle, la généalogie génétique. Sachant que l'ADN appartenait à un homme, les scientifiques se sont concentrés sur le chromosome YR, le fragment d'ADN transmis presque inchangé de père en fils à travers les générations. Ce marqueur génétique voyage souvent parallèlement à un autre héritage patriarcal, le nom de famille. En utilisant une base de données ADN spécialisée qui relie les profils du chromosome Y à des lignées paternelles spécifiques, ils ont analysé l'échantillon du tueur. La recherche a donné une piste. Elle ne pointait pas vers un individu, mais vers une famille, réduisant les possibilités à deux noms de famille similaires, Romaine ou Romine. Construction de l'arbre généalogique. Cette seule piste, un nom de famille, était tout ce dont le détective Éric Racicot de la police de Longueuil avait besoin. Il a pris le nom Romine et a commencé le travail fastidieux de croisement avec les archives publiques et les sites de généalogie. Sa recherche l'a mené du Québec à une famille en Virginie-Occidentale. Il a découvert qu'un homme nommé Franklin Romine avait vécu à Montréal en 1975 et avait un lourd casier judiciaire. Il a également découvert que Franklin était décédé en 1982, mais avait plusieurs frères vivants. Les enquêteurs se sont rendus en Virginie-Occidentale et ont rencontré deux des frères de Romine.
Les deux hommes ont accepté de fournir des échantillons d'ADN pour aider l'enquête. Les résultats ont confirmé les soupçons de Racicot. Leur ADN correspondait presque parfaitement au matériel génétique de la scène de crime, indiquant que le tueur était leur proche parent. Couplé à leur déclaration sur le passé violent de Franklin, les preuves pointaient maintenant de manière écrasante vers le frère décédé. La preuve finale. Pour atteindre la certitude à 100% requise pour clore l'affaire, une dernière étape dramatique était nécessaire. Racicot et ses homologues américains, dont le procureur du comté de Putnam, Mark Sorsaya, ont demandé au tribunal une ordonnance d'exhumation. Début mai 2023, une équipe d'enquêteurs et de spécialistes médico-légaux s'est réunie au paisible cimetière de Pine Grove, dans le comté de Putnam. Ils ont déterré le cercueil en acier de Franklin Maywood Romine, enterré là depuis plus de 40 ans. Extraire un profil ADN viable d'ossements vieillis est une tâche difficile et délicate. Mais comme l'a déclaré Sarah Bourgoin, directrice de la biologie et de l'ADN au laboratoire de médecine légale du Québec, heureusement, ici, ça a marché. Un biologiste judiciaire a extrait 5 os des restes et à partir de ceux-ci, un profil génétique complet a été établi avec succès. Le profil a été envoyé au laboratoire de Montréal et comparé à celui généré à partir des preuves de la scène de crime. Le résultat était sans équivoque. C'était une correspondance parfaite. L'hélice qui avait détenu la vérité pendant 48 ans avait enfin révélé son secret. En mai 2023, après près d'un demi-siècle d'incertitude angoissante, le détective Éric Racicot s'est assis avec Yvonne, Maureen et Doreen Prior pour leur annoncer la nouvelle qu'elles avaient attendue toute leur vie. C'était un moment lourd du poids de décennies de deuil et de questions sans réponse. Racicot a informé les 3 femmes que l'ADN des os exhumés correspondait entièrement à l'ADN du meurtrier provenant de la scène de crime. Donc c'est lui, leur a-t-il dit, c'est vraiment lui sans aucun doute. La réaction fut un flot d'émotions, des larmes, un choc, et la libération profonde d'un fardeau porté pendant 48 ans. 48 ans, répétait Yvonne. C'était toujours dans ma tête. Qui a tué Sharon? Qui l'a tué? Ils l'ont eu. Le 23 mai 2023, la police de Longueuil a tenu une conférence de presse pour partager la nouvelle avec le monde. L'inspecteur-chef Pierre Duquette a annoncé que, sur la base des tests biologiques, ils étaient certains à 100% que Franklin Maywood Romine était l'homme qui avait violé et tué Sharon Prior. Le tueur étant décédé, aucune accusation ne serait déposée et l'affaire était officiellement classée. La correspondance ADN était la pierre angulaire de la résolution, mais elle n'était pas isolée. Dans une validation remarquable du travail de police original de 1975, l'identification de Romine a permis aux enquêteurs de relier les points aux preuves circonstancielles longtemps dormantes. Ils ont confirmé que l'apparence physique de Romine en 1975, un homme grand, blanc, aux cheveux bruns, était cohérente avec la description détaillée fournie par la femme qui avait échappé à une tentative d'enlèvement dans la même rue où Sharon a disparu. De plus, ils ont établi que la voiture que Romine possédait à l'époque était compatible avec les traces de pneus trouvées près du corps de Sharon. Cette corroboration secondaire a fourni un arc narratif poignant et puissant. Les indices méticuleusement recueillis par les premiers inspecteurs sur les lieux en 1975 n'étaient pas faux. Ils étaient simplement les pièces d'un puzzle dont la clé manquait. Pendant 48 ans, la description du témoin et les traces de pneus étaient des impasses, des fragments d'informations ne menant nulle part. L'ADN a fourni la clé, et une fois l'identité de Romine connue, ces anciens indices se sont parfaitement emboîtés. La résolution n'était donc pas seulement un triomphe de la science moderne, dont la valeur est inestimable, mais aussi une affirmation posthume du travail diligent des enquêteurs originaux. Leur collecte de preuves minutieuses était une bouteille à la mer, jetée dans l'océan du temps, finalement reçue par ceux qui avaient la technologie pour en comprendre le sens. La conférence de presse du 23 mai 2023 était plus qu'une simple mise à jour procédurale de la police. C'était une plateforme pour une famille afin de finalement dire sa vérité, de se réapproprier son récit et de redéfinir ce que la justice peut signifier dans une affaire où l'auteur est hors de portée de la loi. Flanqué de sa sœur Maureen et avec sa mère Yvonne regardant depuis le premier rang,
Doreen Prior s'est tenue devant les caméras et a donné voix à 48 ans de douleur et de résilience. Leurs déclarations ont exploré un concept nuancé et profondément personnel de tourner la page. Romine étant mort depuis 1982, il n'y aurait ni procès, ni condamnation, ni sentence. Pourtant, la famille a trouvé une certaine paix. La résolution de l'affaire de Sharon ne la ramènera jamais, a déclaré Doreen, la voix lourde mais ferme. Mais savoir que son tueur n'est plus de ce monde et ne tuera plus nous amène à une sorte de conclusion à ce long chapitre de nos vies. Leurs mots ont révélé que la justice, pour elle, n'était pas punitive mais informationnelle et réparatrice. Il s'agissait de 3 choses fondamentales. La connaissance, avoir enfin un nom et un visage pour le monstre qui les avait hantés, la prévention, la certitude que cet homme violent ne pourrait plus jamais nuire à une autre âme, et la paix, la capacité de laisser enfin Sharon reposer. Le tourment de l'inconnu avait pris fin. Dans leurs remarques, les sœurs ont avec amour transformé Sharon d'un dossier de cold case en la personne qu'elle était. Elles ont parlé de son cœur d'or, de son amour pour les animaux, et du fait que ses amis d'enfance étaient toujours en contact régulier avec la famille. Un témoignage de l'impact durable de sa courte vie. Maureen Prior s'est adressée directement à sa sœur, dans un hommage qui a capturé le chagrin et l'amour sans fin de sa famille. Nous serons toujours ta mère, ton petit frère et tes petites sœurs qui étions assis là, à cette fenêtre, ce week-end de Pâques, en espérant te voir rentrer à la maison, a-t-elle dit. Tu n'es peut-être jamais revenu à notre maison de la rue de la Congrégation ce week-end-là, mais tu n'as jamais quitté nos cœurs et tu ne les quitteras jamais. Nous t'aimons, Sharon. Maintenant puisses-tu vraiment reposer en paix. La famille a exprimé sa profonde gratitude pour le miracle de la science et le dévouement de la police des 2 côtés de la frontière. Elle a également remercié les communautés de Pointe-Saint-Charles et en ligne qui les avaient soutenues, ainsi que d'autres familles québécoises de victimes d'affaires non résolues qui les avaient accompagnées dans leur long voyage. La résolution a résonné bien au-delà de la famille Prior. Pour les habitants de Pointe-Saint-Charles, c'était une réponse à une question qui persistait depuis près de 50 ans, un soupir de soulagement collectif pour une communauté traumatisée par le crime. L'affaire porte également un puissant héritage d'espoir. Les enquêteurs appliquent déjà ce qu'ils appellent la technique de Sharon, la fusion de l'analyse du chromosome Y, de la généalogie génétique et du travail de police, à d'autres crimes non résolus, exprimant l'espoir de pouvoir clore au moins une autre affaire non résolue d'ici la fin de l'année. Le cas de Sharon Prior est devenu un modèle pour l'avenir, une démonstration que même les cas les plus froids et les plus difficiles ne sont peut-être plus impossibles à résoudre. La résolution du meurtre de Sharon Prior, vieux de 48 ans, est un moment historique dans la justice pénale canadienne, une convergence de 3 forces puissantes. C'est, avant tout, un témoignage de l'avancée incessante de la science médico-légale. Un échantillon d'ADN, autrefois jugé insuffisant, est devenu la clé qui a percé un secret vieux de plusieurs décennies, démontrant un avenir où les preuves génétiques, aussi dégradées soient-elles, peuvent détenir le potentiel de réponse. L'utilisation de l'analyse du chromosome Y et des données généalogiques publiques représente un changement de paradigme, inversant le processus d'enquête traditionnel et offrant une nouvelle méthodologie puissante pour résoudre les crimes insolubles entre étrangers. Deuxièmement, l'affaire est une profonde histoire de persévérance humaine. Le dévouement inébranlable de la famille Prior, leur mère Yvonne et leurs sœurs Doreen et Maureen, a été le moteur émotionnel et moral qui a fait avancer l'enquête à travers près de 5 décennies de silence. Elles ont refusé que Sharon soit oubliée, transformant leur chagrin en une forme puissante de plaidoyer qui a maintenu l'affaire en vie au sein du service de police. Leur combat souligne le rôle vital que les familles peuvent jouer en tant que partenaires actifs dans la longue et ardue poursuite de la justice. Enfin, le résultat honore la mémoire institutionnelle et le dévouement des forces de l'ordre. De la prévoyance des enquêteurs originaux de 1975 qui ont préservé les preuves cruciales, à la ténacité des 14 inspecteurs successifs qui ont gardé le dossier ouvert, en passant par le brillant travail de police moderne du détective Éric Racicot et de son équipe, l'affaire a été portée par un engagement à trouver la vérité.
la justice rendue, n'était pas pour un tribunal, mais pour la tranquillité d'esprit d'une famille, une richesse bien plus grande que n'importe quelle compensation financière. En fin de compte, Sharon Prior, une jeune femme dynamique dont la vie a été tragiquement écourtée, est devenue un symbole posthume d'espoir. Son cas offre un modèle puissant de la valeur de la résolution des crimes historiques, même lorsque l'auteur est mort depuis longtemps. C'était la livraison de la vérité, l'affirmation de la mémoire, et la clôture finale et silencieuse d'un chapitre douloureux d'ambiguïté. Le fantôme de la rue Wellington a un nom, et Sharon Prior, la magnifique jeune femme au cœur d'or que sa famille n'a jamais cessé d'aimer, peut maintenant, enfin, reposer véritablement en paix. Quelle partie de cette enquête vous a le plus marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues pour plus d'histoires sur la justice rendue, même après des décennies de silence.